Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Dialogue pour cette nouvelle émission avec la question suivante. Prendre sa retraite, est-il ou sera-t-il toujours l'occasion de faire vœu de pauvreté? Alors nous avons invité, comme toujours nous essayons de le faire, les meilleurs experts. Nous entendrons tout à l'heure Ruth Rose, l'économiste Ruth Rose, mais nous allons commencer avec un autre expert et pas n'importe lequel, Michel Lisée. Bonne émission. Michel Lisée a fait toute sa carrière d'économiste au service des syndicats et des mouvements communautaires. À l'UQAM, il a dirigé le service aux collectivités après avoir présidé le syndicat des employés de soutien. Il a aussi été un vice-président actif et efficace du régime de retraite de l'Université du Québec, dont on disait à son époque qu'il était la Cadillac des régimes complémentaires. Il a aussi innové en créant le régime des organismes communautaires et des groupes de femmes. Bonjour Michel Lisée. Bonjour Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Cadillac a pas mal rouillé, hein, j'ai l'impression, surtout depuis que vous êtes parti. Mais on pourrait en dire pire du régime de retraite au Canada. On sait que le gouvernement actuel, le Parti libéral du moins, fédéral, a promis un ménage assez considérable. On va en reparler tantôt. Mais il faudrait d'abord éclairer, parce que c'est vraiment un système un peu compliqué, essayer de résumer, quand vous avez fait, vous, vos diapositives pour présenter ça dans vos cours, vos conférences, il y a l'image d'une maison avec 6 étages. Alors, on va commencer par le rez-de-chaussée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre système de retraite, il y a des régimes publics, il y a des régimes complémentaires, il y a l'épargne individuelle. Oui. Et le système de retraite, c'est un peu tout ça ensemble. Alors, dans les faits, commençons par la personne qui prend sa retraite à 65 ans et n'a pas d'autres revenus que les régimes publics. La prestation qu'elle va avoir, c'est la pension de sécurité de vieillesse qui est versée à tous les résidents canadiens. C'est une pension de 6 800 à peu près. Une vraie fortune. Et par année, là. Oui. Et la seule nuance importante qu'il faut faire, c'est que pour les personnes qui ont immigré au Canada après 77, bien là, il faut avoir été résident 40 ans pour avoir le plein montant. C'est ça. Il en faut au moins 10 pour avoir quelque chose. Si j'en ai 20, par exemple, je vais avoir la moitié de 6 800 $. C'est ça. Si j'ai aucun autre revenu, je vais aussi être admissible au supplément de revenu garanti. Qui est un programme fédéral, qui est un peu l'aide sociale des personnes âgées de plus de 65 ans. Ce supplément-là est au maximum 9 800 $ par année. Donc, avec le 6 000 que j'ai dit tantôt, ça fait un revenu minimum de 16 000 $. Mais à condition que je le demande, d'ailleurs. Hein? Il y a une polémique là-dessus récemment. Oui. Hein? Mais le 9 800 baisse vite. Dans les premiers dollars d'autres revenus qu'on gagne, quelques sources, on perd 75 sous pour chaque dollar de revenu qu'on a, puis éventuellement, on perd 50 sous pour chaque dollar qu'on a. C'est ça. Alors peut-être juste vous arrêter, rien que ces 2 étages-là, parce que c'est les 2 premiers étages, la pension d'Ottawa, comme on dit, la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, eux sont financés par l'impôt. C'est vraiment une de leurs caractéristiques. Oui. C'est l'impôt que nous tous au Canada payons pendant l'année qui sert à payer la pension de vieillesse et le supplément aux personnes retraitées. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le fruit de l'État-providence, une espèce de solidarité organisée à travers le système fiscal? Ah, tout à fait. La logique, c'est que le système canadien présume que le gouvernement assume un revenu minimum. Okay. Mais on va comprendre que 6 800, c'est minimal. C'est ça. Et si j'ai pas d'autres revenus, 16 000, c'est minimal aussi. OK. 3e étage ou le 2e, si on prend le rez-de-chaussée, peu importe. Si j'ai travaillé au Québec ou au Canada, j'ai gagné des revenus et j'ai cotisé au régime de rente du Québec ou à son frère jumeau canadien, le régime de pension du Canada.
Si je prends ma retraite à 65 ans, le régime des rentes va me verser à peu près 23 à 25 du revenu que j'ai gagné en carrière. Mais il y a un plafond. Il faut que je peux pas cotiser au-delà du salaire industriel moyen, donc 54 000 $. Et donc, le maximum, si j'ai travaillé toute la vie, au maximum possible, déjà là, on vient d'écarter pas mal de monde, j'aurais droit à une rente de 13 100 $. Qui vient même pas s'ajouter puisqu'il y a le supplément de revenu garanti. Oui, non, on n'ajoute pas le 13 000. C'est ça. On reviendra peut-être pour les tenir ensemble. Il faut donc retenir que 13 000, ça a l'air d'un beau chiffre. En pratique, la rente moyenne, elle est plutôt de la moitié de ça. C'est ça, les gens cotisent rarement au maximum. Et évidemment, les hommes ont des rentes plus élevées que celles des femmes. C'est ça. Et les femmes qui ont, comme on dit, travaillé à la maison, on verra ça avec Ruth Rose tantôt, elles n'ont pas droit à la régie des rentes. Elles n'ont pas accumulé quoi que ce soit. Mais si elles ont été sur le marché du travail, c'est ça. Elles vont avoir accumulé pendant les périodes où elles y étaient. Et Ruth Rose pourrait revenir pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans les années où je suis resté à la maison parce que j'avais des enfants. C'est ça. Alors que, par exemple, en Europe, il y a des suppléments, des 10 qui s'ajoutent après un certain nombre d'enfants. Étage supplémentaire? Oui, là, déjà, on va se rendre compte qu'on arrive dans un étage plus sélect. C'est pas tout le monde qui y va. C'est ça. En fait, il y a seulement 4 travailleurs sur 10 qui y accèdent. C'est les régimes complémentaires de retraite, ce qu'on appelle les régimes de pension. Dans la fonction publique, par exemple. Oui, ou dans des grandes entreprises privées. C'est ça. Okay. Les régimes complémentaires. Des régimes complémentaires. Et dans ce cas-là, ça dépend du bon vouloir de l'employeur ou de la négociation collective pour qu'il soit mis sur pied. C'est des régimes qui sont en difficulté parce que, à la longue, les bas taux d'intérêt, la crise financière les ont maganés. Et dans le secteur privé en particulier, les entreprises se sortent de ces régimes-là, surtout des régimes à prestations déterminées qui garantissent des rentes pour offrir plutôt ce qui ressemble à un REER. C'est ça. Et alors ça vient par contre au-dessus de la régie des rentes. Hein? Oui, ça s'ajoute. C'est ça qu'on appelle complémentaire. Oui. Hein, en fait. L'étage suivant, c'est l'épargne individuelle. C'est l'épargne individuelle, donc c'est les REER ou les CELI. En théorie, tout le monde peut cotiser au REER. En pratique, c'est pas le cas. Parce qu'en pratique, dans le cas des REER, surprise, ce sont ceux qui ont de l'argent qui ont les moyens d'épargner et ceux qui n'ont pas d'argent qui n'épargnent pas. D'ailleurs, au moment où nous enregistrons, on commence à nous bassiner. Il va y avoir la campagne derrière. Oui, c'est ça. Et par exemple, pour les gens gagnant moins que 25 000 $ en 2011, il y avait seulement 4 des contribuables qui avaient cotisé. Oui. Alors que si on prend les 150 000 et plus, il y en a 70 000, puis évidemment 70 des cotisants, mais en plus, eux cotisaient beaucoup plus que les bas salariés. Alors, l'effet net, c'est que par contribuable, pour ceux entre 0 et 25 000, c'est 17 $ la valeur de l'aide fiscale de l'État. Pour ceux en haut de 150 000, c'est 5 800. OK. Puisqu'on parlait de maison, on pourrait presque ajouter aussi qu'il y a dans le fond du décor... Il y a un penthouse. Oui, non, mais je parlais, je suis, mettons, propriétaire, c'est pas ma vie privée qui est intéressante, là, je suis propriétaire, là, je peux vendre ma maison, jouer avec mon capital. Oui, bien, ça c'est le penthouse, au sens d'accord. Le penthouse, c'est les autres épargnes et les actifs personnels qu'on a. Oui, c'est ça. D'abord, ça peut être un vrai penthouse. Ouais. Ça peut être des actions que je détiens, des propriétés que je détiens. Mais souvent, on peut dire, je connais pas les statistiques, on ne rentrera pas dans le détail, mais la maison de la tortue, c'est son régime de retraite aussi. Oui. Peut-être que plus tard, avec Ruth Rose, elle va vous documenter c'est quoi les sources de revenus à la retraite. Et vous allez voir que les régimes de retraite publics jouent un rôle central dans la sécurité du revenu de l'ensemble des gens. Alors, Michel, vous disiez tantôt que
Est-ce que c'est une tradition ou est-ce que c'est vraiment réfléchi davantage et posé collectivement? Vous disiez l'État québécois, l'État canadien, l'État québécois aussi d'ailleurs, mais surtout l'État canadien a décidé d'assurer la base, hein, le rez-de-chaussée et le premier étage, donc les fameux petits 16 000 de tantôt. Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est volontaire? C'est une constante qu'au Canada, comme plusieurs autres pays anglo-saxons, le choix a été fait que l'État allait assurer des revenus minimums. Et on laisserait au marché des mécanismes privés, mais avec une aide fiscale de l'État importante, de trouver la solution pour assurer un remplacement du revenu suffisant à la retraite, parce qu'il faut se rappeler qu'à la retraite, j'ai besoin d'à peu près 70 à 75 % du revenu que j'avais avant pour maintenir mon revenu à retraite. Alors, ça crée une espèce de polarisation entre deux groupes. Ce qu'on pourrait appeler les gagnants, ceux qui ont à la fois les régimes publics qui leur assurent un minimum et les régimes complémentaires ou une épargne privée importante, qui est leur véritable source pour assurer le maintien de leur niveau de revenu à la retraite. Fait que ces groupes-là vont d'abord se préoccuper de ce qui arrive à leur régime d'employeur, de ce qui va arriver à leur REER. Et on a de l'autre côté les perdants, mais qui sont un pourcentage élevé de la population, qui, eux, ne peuvent compter que sur les revenus de base parce qu'ils n'ont pas accès à des régimes d'employeurs et ils n'ont pas les revenus pour le faire. Alors, ça crée une polarité sociale importante entre les gagnants qui vont s'en tirer puis les perdants qui doivent se contenter des régimes publics. Et ça, c'est une décision consciente des gouvernements de ne pas aller plus loin que ça. OK. Parce que quand on voit, par exemple, on va donner un détail, vous parliez de la régie des rentes, 25 % quand c'est le maximum, hein, on s'entend bien, du salaire industriel moyen, alors que dans l'Europe, au moins de l'Ouest, je ne sais pas si c'est uniformisé maintenant, mais c'est 50 %. Donc, l'État a volontairement décidé à ce moment-là de vraiment laisser au privé le beurre sur le pain. Hein? Oui, puis il faut dire que quand on regarde l'historique, chaque fois qu'il était question d'augmenter les régimes publics, le secteur privé, en particulier tout le secteur des institutions financières, est monté aux barricades. Ah oui, OK. Parce que pour eux, ça représente une source majeure de revenus pour eux. Il faut savoir qu'au Canada, les REER en particulier sont les plus coûteux de tous les pays industrialisés. Il n'y a aucun pays qui s'approche de nous comme niveau de coût que ça représente. C'est autour de 2 % par année, oui, ce qui a l'air de rien, mais une façon de le comprendre, c'est si je cotise 2 % par année, ça veut dire qu'à vie, 37 % de mes revenus restent à l'institution financière. On comprend pourquoi elle fait de la réclame. Et je repars avec seulement 63 %. OK. Quand j'étais petit, à l'école, j'ai appris, après le corbeau et le renard, la deuxième fable, c'était la cigale et la fourmi. Donc c'était, alors ça rejoint la condition des femmes, tiens, comme de par hasard, mais en plus, ça mettait en scène donc la fourmi qui gratte, qui fait pas de folie comme on dit, et qui se serre la ceinture et qui travaille vraiment d'arrache-pied sans se poser trop de questions. Et puis l'individu léger, bon. Alors, on comprend, j'allais dire, La Fontaine était le moraliste du XVIIe siècle et il fallait absolument faire rentrer les gens, leur donner un statut de producteur dans la société. Mais on n'est plus au siècle de Louis XIV. Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser que la retraite, c'est pas l'État qui doit essentiellement y subvenir, c'est les mécanismes du marché, mais aussi c'est l'individu grâce à son effort, comme si les gens qui n'épargnaient pas étaient des paresseux finalement ou des volages. Quand la Régie des rentes a essayé de comprendre un peu qu'est-ce que c'est la situation des travailleurs par rapport à leur retraite éventuelle. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir si c'est un problème marginal ou un problème significatif que l'insuffisance de l'épargne pour la retraite. Ce que la Régie avait trouvé, c'est que 38 % des travailleurs n'ont rien. Rien comme dans strictement rien. Et un autre 18 %
ont une faible capacité d'assurer un remplacement du revenu adéquat à la retraite. À l'autre bout, il y avait 27 qui, eux autres, ont une capacité élevée de maintenir leur niveau de vie à la retraite. Mais quand un système fonctionne pour 27 et ne fonctionne pas pour 55 bien là, on commence à se demander si c'est chaque individu qui est le problème ou c'est le système qui est mal fait. C'est ça. Et manifestement, il faut conclure que le système est mal fait. Il faut savoir que dans un contexte où les revenus réels, donc en tenant compte de l'inflation, ont à peine augmenté, bien, et avec l'augmentation de l'endettement, bien, c'est sûr que l'épargne pour la retraite, surtout si on a des revenus modestes, c'est pas la première chose qu'on va faire. Quand on est jeune, on règle les dettes d'études. Éventuellement, on a peut-être la maison payée. C'est ça. C'est une dernière question que je voulais vous poser. On redialoguera tout à l'heure avec Ruth Rose. Mais qu'est-ce que la longévité même de l'espérance de vie, comme on dit, donne une espérance de retraite longue. Et plus la vie est longue, plus la retraite apparaît comme quelque chose de vraiment tellement lointain que c'est comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, les gens commencent à épargner quand ils le peuvent, plutôt vers 40-50 ans que, évidemment, dans la vingtaine où tous les besoins les assaillent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Autrement dit, est-ce qu'on ne devrait pas jouer et vous me répondrez rapidement, mais est-ce qu'on ne devrait pas jouer sur l'âge de la retraite? Parler de 65 ans, alors qu'en fait, en réalité, c'est plutôt 60. Mais est-ce que ça ne devrait pas être plutôt 70? Donc, on y arriverait mieux. Les gens sont en meilleure santé que leurs parents au même âge. Le danger avec les phrases générales, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de la réalité du travail et de l'expérience au travail des personnes. D'abord, l'espérance de vie n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des secteurs d'emploi dans lesquels l'espérance de vie est nettement moindre. Et donc, le comble de l'injustice ferait en sorte qu'on retarderait la retraite de gens qui, de toute façon, n'ont plus la santé pour continuer à travailler et vont décéder beaucoup plus rapidement. Et l'enjeu de l'espérance de vie est un enjeu réel, toutefois. Aujourd'hui, si j'arrive à 65 ans et que je suis un homme, il me reste en moyenne 21 ans à vivre, et si je suis une femme, il m'en reste 23. Donc, forcément, il faut s'assurer qu'on met en place des mécanismes qui vont durer aussi longtemps que les gens vivent, ce que l'épargne individuelle ne permet pas, parce que l'épargne individuelle, une fois qu'on n'en a plus, on n'en a plus. C'est ça, tant que la régie des rentes, comme vous l'expliquez souvent. Et donc, en ce sens-là, la pension de vieillesse, la régie des rentes, ou même les régimes à prestations déterminées, ben eux, ils vont durer aussi longtemps que la personne dure. Ben, merci beaucoup, Michel Lisée. Puis tout à l'heure, on va certainement se retrouver. On va aller retrouver Ruth Rose, une autre économiste que vous connaissez bien d'ailleurs. Bonjour, Ruth Rose. On va s'installer là pour la suite de l'émission. Ruth Rose est fille de sociologue, économiste et féministe. Experte reconnue, elle a consacré sa carrière à la lutte contre les inégalités et à la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui à la retraite, elle poursuit son travail de critique du néolibéralisme et ses militances. Un travail approfondi, efficace et socialement utile. Alors bonjour Ruth Rose, bienvenue sur le plateau de Dialogue. Bonjour Jean. J'ai constaté tantôt que vous écoutiez, je vous regardais du fond de l'œil, que vous écoutiez avec attention les propos très clarifiants de Michel Lisée. On va repartir de là avec toujours notre question du jour qui est est-ce que prendre sa retraite, c'est et ce sera faire vœu de pauvreté et en particulier évidemment. Évidemment. Vous voyez, je dis évidemment, je ne devrais pas dire évidemment, pour les femmes. Évidemment, les femmes ont été plus pauvres que les hommes pendant toute leur vie, puis ça continue à la retraite parce que une grande partie de nos revenus de retraite sont basés sur ce qu'on a pu gagner avant dans les assurances
mais aussi par le fait qu'ils n'ont pas pu accumuler autant de patrimoine que les hommes. C'est ça. Puis les femmes, comme on dit, sont cette génération-là, en tout cas pas la génération d'aujourd'hui, mais travaillaient, mais entre guillemets, sans salaire à la maison. Hein? Finalement, c'est la grande différence, non? Les femmes sont maintenant plus souvent sur le marché du travail, oui, puis à peu près 80-85% reçoivent une rente du régime des rentes du Québec maintenant. Alors, elles travaillent le plus gros de leur vie, mais elles gagnent toujours des salaires plus faibles que les hommes. Puis, évidemment, elles ont plus d'absence que les hommes. Alors, en fait, dans le régime des rentes du Québec, les hommes, la rente moyenne représente 56% du maximum. Pour les femmes, c'est 38%. Ah oui, OK. Autrement dit... dans les régimes privés, c'est encore pire. OK. Et vous disiez tout à l'heure, elles travaillent maintenant à l'extérieur de la maison, bien sûr, mais donc dans des espèces de ghettos d'emploi. Elles sont travailleuses à pourboire, par exemple. Elles sont dans l'entretien ménager, mais cette fois, c'est plus le condo ou la maison, c'est le lieu de travail lui-même. Et ça, c'est bas salaire, hein, on peut dire, vraiment. Ça aussi, c'est une exagération, parce qu'effectivement, les femmes plus scolarisées sont vraiment le bas du marché. Elles sont vraiment des misères, même avant la retraite. Mais les femmes sont plus scolarisées que les hommes, puis elles sont dans les professions. Mais le problème, c'est qu'il y a encore de la discrimination au niveau des enseignantes, par exemple. Les enseignantes gagnent moins cher que les hommes enseignants. Les infirmières ont fait des grandes luttes pour l'équité salariale, mais on n'a pas encore établi la parité entre les salaires des hommes et des femmes. On considère que La pratique n'a pas suivi la loi encore d'une façon très claire et systématique. Autre chose, jusqu'à preuve du contraire, compte tenu des technologies à notre disposition, ce sont les femmes qui font les enfants. Expliquez-moi pourquoi, dans les pays, dans l'univers américain, on va dire, les femmes, alors que c'est les femmes qui font les cotisants de demain dans le cadre d'un régime de répartition, je m'excuse d'être aussi brutal, elles n'ont pas de primes par rapport, alors qu'en Europe, elles ont 10% de primes au-delà de 3 enfants, femmes et hommes. Pourquoi ici, il n'y a pas, dans le cadre d'une politique nataliste, tout simplement, vous faites des enfants et c'est pas une aventure, c'est pas forcément un plaisir de tous les jours, et vous vous retrouvez pénalisé à la retraite, vous avez moins de cotisations, etc., etc. Bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mesures qui sont prévues, notamment dans le régime des rentes du Québec, pour aider les femmes. C'est pas suffisant, et les groupes de femmes, depuis au moins les années 80, ont réclamé justement d'avoir des crédits de rente, des points gratuits, soit avec la sécurité de vieillesse, qui serait de façon beaucoup plus efficace, soit à l'intérieur du régime des rentes du Québec. Mais il y a quand même le fait même que dans les régimes publics et les régimes à prestations déterminées, ce sont des rentes viagères et on utilise les tables unisexes. Ah. Ça veut dire que les femmes ils vivent plus longtemps que les hommes. Quand vous avez une épargne privée, vous commencez avec, disons, 200 000 $, qui n'est pas beaucoup pour une retraite. Puis vous dites, il faut que je l'étale sur combien d'années? Ouais. Et les femmes doivent l'étaler sur plus d'années que les hommes, non seulement parce qu'elles vivent plus longtemps, mais parce qu'elles prennent leur retraite plus jeune que les hommes aussi. Okay. Souvent, ils vont le prendre en même temps que leur conjoint, mais souvent aussi, elles se retirent pour pouvoir s'occuper des parents aidants naturels. Âgés, les aidants naturels, les proches aidants, on dit maintenant. Oui, c'est pas si naturel que ça. Oui, c'est ça. Donc, dans les régimes publics, le fait qu'on utilise une table unisexe, c'est une grande aide pour les femmes parce qu'elles savent que sur la sécurité de vieillesse, elles peuvent compter pour le restant de leur jour. Une fois qu'ils ont une rente du régime des rentes du Québec ou une rente de conjoint survivant aussi, parce que c'est la deuxième mesure la plus importante pour les femmes, elles peuvent compter sur ça sur le restant de leur vie. Il y a aussi, dans le régime des rentes du Québec, une mesure qui dit que quand on calcule ma rente, on ne va pas tenir compte du fait que quand j'avais des jeunes enfants, j'étais en dehors du marché du travail ou je travaillais à temps partiel. Et c'est pas d'une grande aide, celle-là. Les groupes de femmes ont revendiqué que ce soit transformé en crédit. Mais l'autre problème aussi, c'est tout simplement que les régimes publics sont insuffisants. OK.
Les fameux 16 000 dont on parlait tout à l'heure. Puis il y a aussi le Code civil du Québec prévoit que quand il y a un divorce, on partage tous les crédits de rente qui ont été cumulés pendant le mariage. Alors, si l'homme a investi dans un REER, puis la femme n'a pas eu l'argent pour le mettre, on le partage. Sauf que souvent, ça veut dire partager la pauvreté. C'est ça. Okay. C'est-à-dire que ça rend les hommes plus pauvres sans nécessairement améliorer beaucoup le sort des femmes. Ce qu'on pourrait dire, sans démagogie, mais pour simplifier, que de ce côté-ci de l'Atlantique, on est plus sexiste qu'en Europe. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'il y a de la discrimination? Ça devrait plus exister au 21e siècle, quand même. Mais, il y a beaucoup de bonnes choses dans les régimes européens, mais moi, j'ai fait un article avec une Française. Puis le système n'est pas tellement meilleur pour les Françaises que chez nous. Il y a encore beaucoup d'écart entre les hommes et les femmes dans tous les pays, y inclut la Suède, qui est supposée être le paradis pour les femmes, où les femmes sont sur le marché du travail depuis beaucoup plus longtemps que... OK. La société évolue, heureusement. La structure familiale évolue. Vous parliez de divorce, de recomposition, etc. Est-ce qu'on va réussir à rattraper ça un jour ou l'autre? Ça devrait à un moment arriver quand même, comme l'équité salariale, on a fini par arracher ça aux politiciens, on devrait... C'est-à-dire, en principe, on l'a arraché, en pratique, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, c'est ça, mais enfin, quand même, la loi est là. On peut espérer réduire les écarts entre les hommes et les femmes, mais il y en a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, c'est ça. Et surtout à la retraite, parce que le salaire horaire des hommes et des femmes, c'est un écart de 11 %, mais sur une base annuelle, c'est 25 % encore. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les femmes travaillent moins d'heures pendant une année que les femmes, que les hommes. Donc, il y a encore... Et puis, à la retraite, parce qu'il y a plus d'absence sur le marché du travail, c'est 30 %. Bon. Alors, on va passer à ce qui nous préoccupe aussi beaucoup aujourd'hui en préparant cette émission. Depuis quelques semaines maintenant, on a un jeune et fringant premier ministre fédéral, une nouvelle équipe avec d'ailleurs dedans des ministres femmes qui comptent. On a eu des belles promesses et même des promesses assez fortes du Parti libéral qui ont été assez loin, notamment dans le fameux taux de remplacement dont parlait Michel tout à l'heure. Mais on a vu très rapidement, vraiment, la leçon de choses était évidente, que M. Morneau, qui est le ministre des Finances, mais un ancien actuaire aussi, a réuni les ministres de Finances au mois de décembre autour de la table sur ce sujet-là, et on a décidé de ne rien décider. Tout simplement parce qu'il y en a, M. Leitao notamment a dit faut une petite transformation, mais une petite, modeste. Il a parlé de modeste. Bon, puis il y a le monsieur de la Saskatchewan qui a fait un peu plus de démagogie de ce côté-là. En tout cas, ils ont décidé de ne rien décider. Que va-t-il se passer? Il faut dire que les ministres des Finances discutent de la question depuis au moins 2009. Oui, mais ils vont pas vite. Hein? Il y a eu des moments où il y a eu un consensus entre les provinces, et c'est le ministre fédéral à l'époque, Flaherty, conservateur, qui a dit non, le Canada son économie n'est pas en assez bon état pour aller de l'avant. Alors, on recommence la discussion. Il faut dire que M. Morneau a été quand même instrumental dans la conception du régime des rentes de la province d'Ontario, le régime de retraite. Et donc, on peut espérer qu'il voit l'importance de faire quelque chose. Le danger, c'est qu'il le fait trop modeste et qu'il ne le fait que pour les gens de la classe moyenne, et c'est pas juste les gens en haut de 50 000 $ qui ont des problèmes, c'est à partir d'à peu près 30 000 $ que les gens ont des problèmes à maintenir leur niveau de vie après la retraite. Surtout que quand vous gagnez 30 000 $ au début de votre carrière, votre moyenne va être beaucoup plus plus élevée parce que vos revenus augmentent pendant votre carrière, et avec le maximum des gains admissibles au régime des rentes du Québec, vous ne pouvez pas cotiser sur la partie de la carrière qui est plus élevée que la moyenne. Alors, en fait, j'ai regardé, il y a 3 propositions sérieuses qui circulent.
Celui... Mais on va revenir d'abord, peut-être, si vous voulez bien, au régime de l'Ontario. Qu'est-ce qui s'est passé en Ontario, en résumé? C'est une femme, d'ailleurs, qui a initié ça, hein, entre parenthèses. C'est pas, elle a gagné les élections. Oui, la première ministre libérale, donc, qui a dit à M. Harper, bon, OK, tu veux pas, ou M. Flaherty, comme vous le disiez tantôt, ben moi, je veux faire quelque chose. Moi, je vais faire du rattrapage. Hein. Oui, c'est l'Ontario qui pousse pour une amélioration depuis très longtemps. Et ce régime qui devrait entrer en vigueur dans une année, au 1er janvier 2017, ça va augmenter les prestations de 15 %. C'est-à-dire, actuellement, on remplace 25 % de la revenu moyen de carrière. Ça va augmenter à 15 % En plus? Oui. Ça va donc, on va être rendu à 40 % À 40 %. Mais seulement pour les salaires qui sont en bas du maximum des gains assurables, qui est maintenant à peu près 55 000 En haut de ça, il va y avoir 15 %, ce qui va permettre quand même d'aider pour compléter tous les efforts individuels. Alors, ce qu'on comprend, c'est que la première ministre de l'Ontario, elle a fait voter cette législation-là. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont déjà adopté une loi qui dit qu'ils ont constitué une organisation pour mettre en place, puis ça devrait partir d'ici une année. Et elle a supporté la candidature Trudeau et l'arrivée du Parti libéral. Donc là, on a un levier assez puissant, semble-t-il, non? Oui. Hein? C'est pour ça que j'ai encore de l'espoir qu'ils vont faire quelque chose. C'est ça, OK. L'autre proposition qui circule beaucoup, c'est le 10-10-10. Parce que c'est quelque chose qui est commandité par la table des ministres des Finances il y a 5 ans de ça. Et ça augmenterait le pourcentage de remplacement de 10 %. On se rendrait donc à 35 %. OK. Donc un peu moins que l'Ontario. Oui, moins que l'Ontario. Le problème, c'est que ça risque de simplement faire en sorte que les gens de la classe moyenne ont suffisamment de revenus pour ne pas avoir besoin de supplément de revenus garantis. Okay. Michel Lisée vous a parlé du fait que ce supplément vous donne un minimum. Donc, pour les gens qui sont très pauvres, c'est un minimum assez intéressant. Mais il est vite réduit. Mais le problème, c'est que les gens de la classe moyenne, les premiers 18 000 $ qu'ils gagnent, on l'enlève à 50 % ou 75 %. Donc, c'est très difficile de s'éloigner du minimum. Et c'est ça le problème de la classe moyenne. Alors, ajouter seulement 10 % ça va rendre plus de gens libres de ce qu'on appelle la trappe fiscale, mais ça augmenterait pas beaucoup leur revenu à la retraite. Il faut vraiment aller au moins à 15 % ou à 25 %, ce qui est la proposition qui était mise de l'avant par le mouvement syndical dans le Canada anglais, mais aussi au Québec. Et puis, c'est porté par une grosse coalition d'aller remplacement de 50 %. Sauf que... C'est une demande qui est sur la table depuis 30 ans. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que ça dure. J'ai le goût de vous poser une dernière question assez particulière. Vous parliez tout à l'heure des aidantes surnaturelles, on pourrait dire, vu les efforts que ça leur demande, les aidantes naturelles, les proches aidantes, qui malheureusement, on en parle souvent au masculin, mais c'est au féminin sur le terrain. Bon, est-ce qu'on ne devrait pas repenser maintenant les retraites? Nos parents vont vivre très longtemps. Ils ne seront pas morts quand nous arriverons à la retraite. Il y a donc un changement là très fort, pas seulement démographique, qui fait que la retraite, c'est pas seulement le repos, le loisir et même le travail au sens de certains sociologues, c'est aussi l'aide aux proches, la solidarité familiale. Est-ce qu'on ne devrait pas repenser le système à partir de cette réalité-là? C'est-à-dire, tant que vous êtes seul ou autonome en tant que couple et que vous n'avez pas d'entourage à supporter, ça va. Mais après, est-ce qu'on ne pourrait pas, à 75 ans, 80 ans, en moyennant certaines conditions, amorcer une deuxième phase de la retraite qui aurait un autre financement à ce moment-là? Et le problème, c'est que nos services de soutien aux personnes âgées puis en perte d'autonomie est insuffisante. Les CLSC prévoient 40 heures de soutien à domicile, puis on a misère à leur en donner 10. Et le gouvernement en parle toujours, il en parle pour couper les places dans les centres de soins à longue durée, mais il ne le finance pas.
des augmentations. Et puis là aussi, avec le nouveau gouvernement Trudeau, puis les nouvelles argents qu'il a promis pour la santé, je ne sais pas si on va s'améliorer de ce côté-là. Mais le problème, c'est, oui, on veut aider notre conjoint malade ou nos parents malades, mais on n'est pas capable de supporter seul. Et le soutien public à ce niveau-là est loin d'être suffisant. OK. Alors, merci beaucoup, Merci, Ruth Rose. Jean. Vous voyez qu'on a passé le temps très, très rapidement. Et on va, si vous voulez, se diriger de nouveau à la table principale avec Michel Lisée. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Monsieur Lisée, vous avez sûrement écouté avec beaucoup d'intérêt Ruth Rose, en particulier sur la condition des femmes. J'aimerais qu'on passe le troisième temps de cette émission à voir les perspectives maintenant collectives et politiques en particulier, compte tenu des volontés de réforme ou des velléités de réforme au gouvernement fédéral. Mais d'abord, peut-être une première question liée à la population montréalaise que j'aimerais vous poser à vous deux. On sait que le prénom le plus important, mon introduction est un peu spéciale, le prénom c'est Nguyen dans les commissions scolaires. Bon, autrement dit, il y a beaucoup d'autres cultures, plusieurs dizaines, sinon plus, de cultures présentes. Et tout à l'heure, Michel, vous disiez que les immigrants, ils n'auront pas vécu 40 ans et donc la loi exige, ne serait-ce que pour qu'il n'y ait pas de resquilleurs, je suppose que c'était ça à l'origine, qu'ils soient encore plus pauvres. Alors, on a vu que les femmes étaient défavorisées. Alors, les femmes immigrantes, c'est vraiment le bout du panier, non? Tout à fait. Les femmes immigrantes gagnent beaucoup moins cher que les femmes qui sont nées ici, et encore moins que les hommes, et ça malgré le fait qu'elles sont extrêmement bien scolarisées. Oui, puis qu'elles travaillent Quelque chose avec énormément d'ardeur. Plus de 50% des femmes qui sont immigrées ici depuis 5 ans ont des baccalauréats, des diplômes universitaires. Et il faut se rappeler que pour les immigrants, c'est pas juste la pension de sécurité de vieillesse qui est les handicapés, c'est également les cotisations au régime de la Rente du Québec, puisque, par définition, le régime des Rentes du Québec considère toute la période entre 18 et 65 ans. Donc, si vous êtes arrivé à 35 ans, il y a un premier 17 ans que vous aurez 0 de cotisation pour toutes ces années-là. Et elles sont aussi beaucoup moins dans les emplois syndiqués, donc ont beaucoup moins des régimes d'employeurs. Est-ce que, en grossissant un peu la chose, mais il faut quand même, quand on fait de l'analyse, des fois ça frôle le soupçon, est-ce qu'il n'y a pas une politique déterminée justement par rapport à ça, de dire « c'est des immigrants, c'est des gens courageux, on va les exploiter encore un peu plus ». C'est-à-dire que les régimes sont conçus que, vous avez passé une première moitié de votre vie dans votre pays, vous allez retirer une rente de votre pays. C'est vrai quand vous venez de l'Europe ou des États-Unis, peut-être pas nécessairement des États-Unis, mais la grande majorité des gens qui viennent des pays de l'Asie ou de l'Afrique ou de l'Amérique latine n'ont pas grande rente de chez eux. Et encore, là, ils vont perdre une bonne partie sous forme de supplément de revenus garantis. Donc, ce sont effectivement les groupes qui vont le plus être acculés à la pauvreté, à la retraite. Alors, on va revenir maintenant à cette année 2016. Il y a eu, tout à l'heure, vous en avez parlé, Madame Rose, la première ministre ontarienne qui a pris les devants face à M. Harper et qui donc a lancé le RRPO, régime pour la province de l'Ontario, pour compléter enfin et casser cette situation qui durait, comme vous disiez, depuis plusieurs dizaines d'années, casser la passivité. Bon, les libéraux ont été élus à Ottawa. Ils ont promis, je pense, un taux de remplacement assez important. Ça va mijoter fort. Espérons. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une promesse, j'allais dire à la Trudeau, ou est-ce que c'est plus sérieux que ça? Il faut se rappeler que le régime de pension du Canada a une particularité importante. C'est que quand Pearson, en 1964,
a voulu qu'il y ait un programme fédéral de mise sur pied. Oui. Il s'est entendu avec les provinces parce que c'était un domaine de juridiction provinciale, mais à la condition que ce soit un régime qui soit géré conjointement par le fédéral et les provinces. En d'autres mots, pour être capable d'amender le régime de pension du Canada, il faut que le gouvernement fédéral soit d'accord, mais il faut que les 2 tiers des provinces regroupant les 2 tiers de la population canadienne soient d'accord. Donc, dans le cas d'Harper, c'était facile, c'est lui qui ne voulait pas. Alors, on arrêtait là. Maintenant que le gouvernement fédéral veut, encore faut-il que les provinces veulent, elles aussi. Et donc, ça ne dépend pas que du gouvernement fédéral, ça dépend d'un accord entre le fédéral et les provinces. Pourtant, que si j'étais ministre des Finances, je me dirais, je devrais être pour la réforme, parce que du coup, ça va m'amener une masse de capitaux dans ma caisse des dépôts à moi. Non? C'est-à-dire que ça a toujours été l'optique du Québec, qui, avec la création du régime des rentes du Québec, ils ont créé la Caisse des dépôts qui avait comme mandat de non seulement gérer les rentes au profit de la population, mais aussi de l'utiliser pour aider au développement économique du Québec. Ça. Ce n'est toujours pas le mandat du Bureau d'investissement du régime des pensions du Canada. Ah, OK. Mais c'est une des raisons pour laquelle les institutions financières s'opposent à une amélioration, parce que ça veut dire qu'il y a une plus grande part des épargnes du Québec qui vont être entre les mains gouvernementales, puis qui ne seront pas là pour faire des profits pour eux. Alors, c'était une des raisons pour laquelle, dès 1966, on n'est pas allé plus loin avec les régimes publics. C'est la même raison majeure, c'est l'opposition des institutions financières. OK. Donc, ça risquerait même, par exemple, d'assécher les rires. Parce que vous disiez en plus qu'il y avait des frais incommensurables. Oui, si on était méchant, on pourrait dire que le refus des gouvernements d'envisager une amélioration des régimes publics, c'est une politique industrielle en faveur du secteur financier. C'est ça. Le problème, c'est que ça laisse sur le carreau les retraités. C'est ça. Mais c'est aussi une politique économique qui n'est pas productive. Ça fait des gros profits pour les institutions financières, mais ça ne fait pas rouler l'économie. Alors que, surtout au Québec, avec la Caisse de dépôt, on peut utiliser nos épargnes pour investir dans l'amélioration de l'économie du Québec. OK. Alors, dans les propositions qui sont là, il y a la proposition libérale qui était donc de monter la régie des rentes d'une façon substantielle. On en a parlé tout à l'heure avec les 10 et les 15. Du côté syndical, il y a eu la FTQ qui a monté une coalition le Congrès du travail du Canada, avec lequel la FTQ est affiliée, donc c'est un mouvement pan-canadien. C'est ça. Comment se fait-il, on ne va pas faire d'analyse des politiques syndicales, mais comment se fait-il que la FTQ, le SFP, le Congrès du travail du Canada ont été beaucoup plus agressifs que les autres centrales syndicales? Dans le champ, là, on n'entend pas parler beaucoup des autres centrales. C'est compliqué à répondre. Il y en a d'autres syndicats qui ont embarqué dans la CSQ. Mais ce qui est intéressant, c'est que les libéraux aussi, dans leur plateforme électorale, ont aussi parlé d'une augmentation à 50%. Oui. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ils n'ont pas beaucoup parlé pendant la campagne électorale, mais il était sur papier. Alors, et ça, c'est de loin la proposition la plus intéressante. Quand M. Morneau parle, ou M. Leteo parle d'une amélioration modeste, il y a lieu à craindre qu'ils n'iront pas jusqu'à 50%. Si on veut revenir sur votre question, je pense qu'il faut comprendre que les centrales syndicales voient, dans les faits, que le compromis des années 60, c'était les régimes publics vont être peu généreux parce que le secteur privé va prendre la relève avec des régimes d'employeurs qui, eux, vont assurer le maintien du niveau de vie à la retraite. Ce que les syndicats constatent après une cinquantaine d'années, c'est que le compromis des années 60, au fond, n'a jamais tenu, mais il tient de moins en moins parce que les employeurs se désengagent massivement des régimes d'employeurs. Conclusion, bien, si on veut que les travailleurs, non seulement les travailleurs syndiqués, mais les autres,
puissent espérer une meilleure sécurité du revenu à la retraite, les régimes publics sont la seule option qui permettent de le faire. Alors, c'est pour ça qu'ils le font. Ils le font parce que c'est bon pour leurs membres et parce qu'ils réalisent aussi qu'on ne peut pas avoir éternellement une minorité de travailleurs dans le secteur parapublic puis dans la grande entreprise qui aurait des bons régimes de retraite, puis les autres qui n'ont rien. Ça crée une polarisation politique qui est très malsaine. Et donc, ils ont dit la seule solution, c'est d'améliorer le régime public. C'est pour ça qu'ils ont tellement poussé depuis 5 ans là-dessus, c'est qu'ils y voient à la fois l'intérêt de leurs membres, mais aussi le bien commun. Okay. Dans le secteur privé, les régimes d'employeurs disparaissent ou on prend les bons régimes à prestations déterminées puis on les convertit en cotisations déterminées qui sont comme les REER. Et maintenant, c'est les syndicats du secteur public pensaient « Ah, mais nous, on est à l'abri ». Mais en fait, avec les différentes lois au niveau municipal, puis ça s'en vient dans les universités, et les dernières rondes de négociations avec le REGOP, le gouvernement sont en train de s'attaquer aussi au régime public. Et là, les syndicats, ceux qui étaient hésitants à embarquer, comprennent mieux les enjeux. OK. D'ailleurs, vous me poussez là, vous m'inspirez une question supplémentaire. On voit bien dans le régime des négociations, l'histoire des négociations du parapublic québécois ou du public québécois, c'est toujours, évidemment, la dernière nuit que ça se passe. Et qui c'est qui fait les frais? Qui c'est qui permet? C'est toujours sur la retraite à la baisse qu'on va réussir à trouver les marges de manœuvre. On l'a vu avec le gouvernement Bouchard, avec les 38 000 départs à la retraite financés par le REGOP. Et puis là, on vient de reculer l'âge de la retraite d'1 an. Comme je le disais tout à l'heure, on joue sur l'âge de la retraite, on joue sur les dépôts auxquels on n'a pas forcément cotisé comme étant employeur. Il y a un problème là. Oui. Et il faut comprendre que lorsqu'on réduit les bénéfices futurs du REGOP, ce qui est invisible à l'œil nu, c'est que le gouvernement vient d'un coup de réduire sa dette de beaucoup. Ah oui. Puisque la dette du gouvernement, c'est la valeur aujourd'hui des rentes qu'il va payer dans le futur. Si on réduit les rentes qu'il va payer dans le futur, eh bien, on vient d'effacer d'un trait de crayon une partie importante de la dette du Québec. C'est ça. Comment se fait-il que les centrales syndicales ont accepté ce compromis? Mais moi, je trouve, contrairement à d'autres, que augmenter l'âge de la retraite, quand on va, il y a beaucoup des gens qui prennent leur retraite à 55 ou 58 ans, puis on les amène à 62 ans, je pense que c'est une chose qui est nécessaire. Mais c'est une grosse différence entre dire 62 ans, c'est une moyenne, que de dire que tout le monde va travailler jusqu'à 70 ans. Et c'est ça la menace. Moi, j'ai des cousins aux États-Unis et c'est leur réalité. Ils ne sont pas capables de prendre leur retraite avant 70 ans. OK. D'ailleurs, ça m'amène à une question globale sur l'aménagement des âges et en ce sens que, bon, c'est vrai que, et j'en parlais avec vous deux, c'est vrai que repousser l'âge de la retraite, ça pourrait être une condition de respecter simplement la réalité démographique et puis la réalité de l'évolution des conditions de survie des gens. Mais en même temps, on voit très bien que les gens veulent partir à la retraite beaucoup plus tôt, le plus tôt possible, parce que pour des tas de raisons, de contraintes, le travail, c'est pas forcément quelque chose de très agréable non plus. Ça aussi, c'est un peu une mythe. Oui. Parce que, c'est au milieu des années 90, parce qu'en période d'austérité, on a incité beaucoup de monde du secteur public à prendre la retraite hâtivement. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a permis dans les années 80, de recevoir le régime des rentes du Québec à partir de 70 ans. Là, 60 ans. Et là, on a eu une baisse de l'âge de la retraite très marquée. Mais depuis ce temps-là, il y a une augmentation qui est toute naturelle, surtout des gens entre 55 et 62 ans. Et surtout les femmes, parce que les femmes qui, avant 1980, même avant 2000, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas sur le marché du travail. Maintenant, elles ont été jeunes, puis elles continuent après 55 ans. Donc, on a une augmentation tout naturelle de l'âge de la retraite. Et les gens qui sont dans des emplois qu'ils aiment, ils veulent continuer à travailler. Mais des gens qui sont dans des emplois pénibles ou des gens qui ont des problèmes de santé, il faudrait leur laisser encore la possibilité.
de continuer, d'arrêter. Et un des drames, c'est on est encore dans un modèle, je suis à temps plein 40 heures par semaine, et hop, à un moment donné, je tombe retraité, 0 heures par semaine. Il y a un manque, la transition entre les deux est beaucoup trop abrupte. Il y a des gens qui partent à la retraite parce qu'ils ne peuvent plus soutenir le rythme de 40 heures. Mais si les politiques de ressources humaines favorisaient plus une retraite graduelle, un étalement, y inclut avec l'embauche de jeunes pour qu'il y ait un transfert d'expertise entre les deux, bien, d'établir plus de flexibilité à ce moment-là, ça ferait que des gens continueraient à travailler, mais moins, à la condition qu'on s'assure que ça ne les pénalise pas pour la retraite. À ce moment-ci, vous voyez des fois des gens cesser de travailler. C'est quoi la première chose qu'ils font? Ils prennent un job à temps partiel ailleurs. C'est ça. Et donc, ce que ça indique, c'est que la personne, si elle avait eu dans son milieu de travail une transition plus douce, elle l'aurait pris. Mais ce qu'il faut constater, c'est que nos milieux de travail sont très mal adaptés à ces dynamiques-là. Tout comme si quelqu'un perd son travail à 57 ans, il va vite découvrir que se faire embaucher à cet âge-là, c'est pas possible. Oui. Et donc, le relèvement généralisé de l'âge de la retraite, en l'absence de ces mécanismes-là, risque surtout de frapper durement des personnes qui vont voir leur revenu réduit, mais sans une vraie solution. OK. D'ailleurs, je pense souvent maintenant que on en parlait pendant des années, vous étiez aux premières loges pour ça, la conciliation travail-famille. Et je me dis maintenant, on arrive à un autre problème qui s'ouvre, c'est la conciliation travail, quelles que soient les conditions, travail-retraite, en quelque sorte. C'est le prof qui devient consultant, le pompier qui est employé chez Home Depot. C'est la retraite elle-même qui devient bien autre chose qu'une période d'oisiveté pensionnée, comme on disait. Ça peut être une bonne chose aussi. Oui, c'est ça. Puis, pour revenir à la question des immigrants avec laquelle on a commencé, les gens qui travaillent le plus longtemps sont des immigrants, parce qu'ils sont entrés sur le marché du travail tardivement. Ils ont eu des difficultés au début quand ils arrivent. Puis là, pour continuer, surtout les petits entrepreneurs, il y en a beaucoup d'immigrants qui ne trouvent pas mieux que d'ouvrir une petite commerce, un restaurant, et donc ce sont des gens qui travaillent le plus longtemps. C'est ça. Et vous y voyez un signe de transformation en mettant un signe plus. Il y a du plus et du moins là-dedans. L'important, c'est de garder de la flexibilité et d'assurer un revenu décent à tous les âges. OK. Ben, notre discussion est pratiquement terminée. Pour la troisième partie, il y a une quatrième partie qui va venir sur Internet. Alors, je ne fais pas comme Bernard Pivot, hein. Je ne prends pas ma pile de livres que les éditeurs se sont poussés pour m'offrir. Du tout, j'ai pris dans ma bibliothèque en essayant de me dire, je ne vais pas reprendre les vieilles chansons, les vieilles rengaines que j'ai lues depuis 40 ans, et vous aussi sans doute. Donc, j'ai repris des livres qui élargissent un peu. Le premier, peut-être, c'est vieillir au pluriel. Alors ça, je suis content parce que les profs d'université souvent sont tentés de dire « oui, mais j'étais bien meilleur que la personne qui m'a succédé. Maintenant, de mon temps... » Non. Là, c'est la dame qui m'a remplacé. Je suis très heureux qu'elle m'ait remplacé. C'est l'équipe de Michel Charpentier, donc avec vieillir au pluriel, le mot pluriel étant une allusion à la pluralité des conditions de retraite. Quel avenir pour nos retraites également? Non, on va rester côté québécois. On en parle des fois. Diane Gabrielle Tremblay, elle fait vraiment du très, très bon boulot. Et donc, j'ai sorti un livre qu'elle a édité aux éditions Presses universitaires du Québec, d'une culture de retraite vers un nouveau management des âges et des temps sociaux. On ne peut pas dire que le titre est rapide, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Côté français, il y a quelques nouveautés. D'abord, dans la collection Repères, Gaël Dupont et Henri Sterdignac, quel avenir pour nos retraites? Et puis là, on tombe, Régis Debray, peut-être par affection que je cite parce que il a été mon coach il y a une quarantaine d'années à l'École normale. Régis Debray, donc, qui a publié un livre qui ouvre sur un avenir un peu sombre, mais qui peut être intéressant
d'examiner. On appelle ça le plan Vermeil chez Gallimard. Modeste proposition. Je ne suis pas sûr que Régis Debray soit aussi modeste que sa proposition d'ailleurs. Dans les économistes qui travaillent beaucoup et qui marquent maintenant et qui sortent un peu de l'ornière, Bernard Friot, aux éditions de La Dispute, qui est très proche du Parti communiste français, l'enjeu des retraites, il y a aussi l'enjeu du travail. C'est un bonhomme qu'il faut absolument suivre parce qu'il ouvre des voies tout à fait nouvelles. Et puis le dernier en date, un tout petit livre mais délicieux de contenu, Bernard Stiegler, qui est un philosophe français qui a eu une vie particulièrement agitée, mais à partir de sa retraite, il a commencé, comme on dit, à travailler, d'où le titre « L'emploi est mort, vive le travail ». C'est très, très inspirant, je pense, pour nos auditeurs. Alors, merci beaucoup de vous être dérangé. Tout à l'heure, on va avoir donc 10 minutes de plus, mais il va falloir aller sur Internet, sur la toile. Vous aviez un mot à ajouter? Je dirais, il faut dire qu'un des plaisirs de la retraite, c'est d'avoir le temps de s'occuper des petits-enfants. Oui, oui, c'est ça. Quand on a la chance d'en avoir, oui, certainement. Ben, merci beaucoup aussi Michel. Portez-vous bien et en espérant peut-être encore dans 10 ans. Ouais, on ne sait jamais. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors, au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Dialogue, mais restez à l'écoute en vous transférant sur Internet pour les 10 minutes supplémentaires.